Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler d'avenir, de futur, de climat, de terre, d'orientation, de parcours sub, de jeunes générations, de ce qui nous attend. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes. Le tambour qui pétait dans nos oreilles, n'est-ce pas? Bonjour, comment allez-vous? Je suis avec deux nouvelles invitées. À ma droite, Martine Lheureux. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Martine. À ma gauche, Consuela Benito Espinal. Comment ça va? Merveilleusement bien. Voilà, avec son rouge pétant, vous avez des sourires incroyables. On va passer un super moment, comme d'habitude, mais on va parler de choses extrêmement graves, Martine. Peut-être, hein? Graves, mais enthousiasmantes, en fait. Des choses, oui, graves, mais dont il faut prendre conscience et puis vivre avec. Et il faut rester heureux en toutes circonstances, enfin, essayer. C'est pas Martine Lheureux qui nous dira de ne pas être heureux. Exactement. Il paraît d'ailleurs que les Martiniquais sont 82% à se sentir heureux. C'est plutôt bien, hein? Ça nous maintient du coup en meilleure santé que si on était l'inverse. Voilà. En tout cas, je vous laisse vous présenter. J'ai dit vos noms, vos prénoms, mais ça ne dit pas qui vous êtes. On commence par toi, Martine. Eh bien, donc Martine Lheureux, je suis quelqu'un de passionné déjà. Et passionné, c'est vrai, tu l'as dit, par des sujets de climat et des enjeux planétaires. Et donc j'ai envie de transmettre ça et je le fais à travers des actions citoyennes et des actions professionnelles pour essayer d'atteindre à la fois sur le climat, sur les limites planétaires et puis sur, quand on a pris conscience, comment on s'adapte. Et qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Comment est-ce qu'on déroule sa vie, tant professionnelle que personnelle, en ayant moins d'emprise, à la fois en termes de carbone, mais aussi en termes de vivant, en étant plus respectueux du vivant. Et c'est quoi ta formation? Tu viens d'où? Qu'est-ce qui t'a amené là en fait? Alors ma formation n'est pas du tout ça. Je suis économètre et économiste à la base. Non, c'est pas si éloigné quand même. Parce que là, tu es obligé de parler de... Alors, l'économie, quand même, tu cherches à gagner de l'argent. Tu cherches à faire du chiffre d'affaires. Et si tu suis la théorie économique, tu suis que, les ressources, c'est la croissance. Et c'est que les ressources naturelles, finalement, ça vaut rien. Alors que, c'est pas ça, quoi. Les ressources naturelles... Mais il y a un changement quand même, Martine, il y a un changement. Il y a un changement de paradigme, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui. Non, il y a des évolutions de pensée. Mais tous nos modèles sont basés sur les modèles économiques qui sont basés sur les théories de Jean-Baptiste C. Et qui disent en fait que les ressources naturelles n'ont pas de valeur. On ne prend pas en compte les millions et les millions et les millions d'années qu'elles ont mis à se produire. Elles sont là, on dit que c'est infini, alors que nous vivons dans un monde qui est fini. Fini, voilà. Et donc tu es passé, tu as fait, ta formation c'est l'économie, l'économétrie, et puis... Tu as fait des études, tu as travaillé dans ce milieu-là, et puis après tu as bifurqué? J'ai bifurqué parce que j'ai eu mon petit garçon. J'ai voulu prendre un peu de recul. J'ai repris contact avec le vivant, ce que j'aime, avec la terre, la forêt, la mer, mais dans un processus plus lent. Et puis je me suis réouvert l'esprit. Je vivais à 200 000 à l'heure, je bossais à 200 000 à l'heure, et je me suis réouvert l'esprit. J'ai pris le temps de lire, de me documenter. J'ai rencontré sur ma route Jean-Marc Jancovici et ses vidéos. Et du coup, il m'a beaucoup appris, en fait. Et puis, il y a aussi la démission de Nicolas Hulot, qui m'a pas mal secouée et qui m'a dit « Non, mais c'est pas bon. En fait, on s'en occupe pas. » Et donc, j'ai voulu entrer dans l'action. Et puis, voilà, j'ai découvert la fresque du climat. Et ça m'a donné envie, en fait, c'est un formidable atelier qui te donne envie de passer aux autres parce qu'il n'est pas clivant. Parce que tout de suite, quand même, c'est clivant de parler de ces choses-là. Alors, j'ai rencontré des personnes formidables et qui ont vraiment donné envie, une impulsion. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai évolué petit à petit vers autre chose. On va parler de la fresque du climat en détail. On a une curiosité pour la fresque du climat. Alors, Consuela acquiesçait, mais toi, raconte-nous qui tu es, d'où tu viens. Alors, moi, je t'ai vu dernièrement sur des affiches, de grandes affiches dans mon giratoire. Là, je tournais, je rentrais chez moi. Là voilà.
C'est la dame que je vais avoir dans l'émission dans pas longtemps. Qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens et pourquoi tu fais ce que tu fais? Alors, donc je m'appelle Consuela Benito Espinal, je suis conseillère en orientation scolaire personnalisée. Alors, je n'aurais jamais pensé l'être, mais c'est vrai que j'aimais déjà beaucoup accompagner les jeunes. Et je cherchais un projet, je me disais mais comment je vais les accompagner. Je voyais que par exemple au Canada, très tôt, on apprend aux jeunes l'estime d'eux-mêmes, la confiance en eux. Je me disais mais pourquoi on ne fait pas ça au niveau des écoles? Je me disais mais comment faire pour mieux les accompagner, pour qu'ils puissent vraiment trouver leur voie et être bien dans leur tête et dans leur vie. Et j'avais repris mes études puisque je faisais une formation, un master de gestion à l'ESSEC. Et je suis économie, gestion, commerce, capitalisme, argent, cash. Et je suis en train de faire ma formation et je me dis mais qu'est-ce que je peux faire? Et puis je tombe sur ce réseau de franchise à Paris, une femme exceptionnelle, Sophie Laborde-Baleine, qui développe cette franchise pour aider justement les jeunes à trouver leur orientation. Donc je l'ai contactée, je suis allée à Paris. C'est Ton Avenir? Ton Avenir. Je l'ai contactée et j'ai décidé de développer cette franchise en Martinique parce que je me suis dit, les jeunes ne sont pas assez accompagnés. Ce n'est pas, chaque fois j'entendais oui, mais je me suis trompée d'orientation, je sais que ça coûte très cher pour les parents. Et je me suis dit, un jeune bien accompagné, c'est un jeune heureux. Et ce sont des familles aussi épanouies. Donc voilà, donc j'ai commencé il y a 4 ans. Et j'accompagne ces jeunes. Et au-delà de l'accompagnement scolaire, ce que j'aime, c'est de voir ce changement au niveau de leur personnalité. Ils se développent, ils sont meilleurs, ils se sentent mieux dans leur tête. Et je trouve ça très bien. Voilà, c'est vraiment mon objectif. Juste pour rebondir un petit peu, tu as dit que en fait, ce changement s'était fait à l'arrivée de ton enfant, ton premier enfant. Alors, c'est vrai que ça fait, je ne sais pas combien d'émissions on a déjà faites ici, mais le nombre de femmes qui ont eu changement, qui ont voulu changer de vie, d'orientation professionnelle à l'arrivée du premier enfant, c'est incroyable. Un de ces 4, je vais faire le compte, mais je pense que sur 70 émissions en montant, il y en a au moins 15% qui disent exactement ce que tu as dit. C'est incroyable en fait, c'est un moment... Je pense que ça réveille en nous des choses profondes et que toute cette société qui va très vite et de modernisme n'arrive pas à enfouir et qui ressortent. Et voilà, c'est une envie de donner du sens. Intrinsèquement, qui est vraiment en nous, qui est dans notre ADN et qui est ancestrale, qui est depuis des millions d'années en nous. Et que ce rythme-là, finalement, de vie moderne, orienté, effectivement, productivité, production, avoir aussi, avoir plutôt qu'être, nous fait oublier. Premier jingle, Focus. Gelé. Voilà, il fait un petit peu froid sur le plateau, mais ça va aller, on va se réchauffer un petit peu. Alors, Focus, je veux vous parler. Alors, généralement, dans Focus, on part un petit peu loin de notre Martinique et puis on voyage. Alors là, on va pas si loin que ça, en fait, parce qu'on parle d'une situation globale. Donc, c'est lié à un dernier rapport des Nations Unies sur la dégradation de la situation des femmes et des enfants dans le monde. On voit les extraits derrière. Donc, ce sont des scans du site des Nations Unies. Et de l'Organisation mondiale de la santé, donc qui rend compte un petit peu de ce qui s'est passé après la pandémie. Donc quelques chiffres, sans vouloir vous assommer. En 2021, on estimait que 25 millions d'enfants étaient non vaccinés ou sous-vaccinés. Alors, on a beaucoup parlé du Covid, mais la vaccination dans le monde qui sauve des vies, c'est pas le Covid, c'est aussi notamment la polio. Donc il y a beaucoup d'enfants, en fait, qui, du fait d'ailleurs de la pandémie, ont été moins vaccinés, moins suivis pour certaines maladies qui peuvent être mortelles. Donc la pandémie, autre élément intéressant et alarmant, en fait, de ce rapport, la pandémie a privé d'école des millions d'enfants, dont un grand nombre pendant plus d'1 an. Et près de 80% des enfants originaires de 104 pays et territoires ont subi des pertes d'apprentissage. On l'a même vu ici d'ailleurs, mais peut-être que tu pourras nous en dire un mot, Consuela. Moi, j'ai entendu beaucoup d'enseignants qui disaient qu'après le Covid, les enfants, il y avait une espèce de recul en fait, et les enfants revenaient un petit peu transformés, et puis on avait perdu de vue des enfants, même en Martinique. Ah oui, c'était très difficile pour les jeunes, parce que tout se passait en visio, ils étaient tout le temps à la maison. Il faut savoir que c'est bien finalement d'aller à l'école, d'avoir ce contact humain, et ils perdaient leurs repères. Il y en a beaucoup qui ont décroché. Il y a eu énormément de décrochage scolaire parce que les jeunes n'avaient plus de repères. Donc on se rend compte que c'est important d'aller à l'école, d'apprendre, de pouvoir s'ouvrir et non de rester
s'isoler dans une maison enfermée et apprendre devant un ordinateur. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué. Alors d'une façon globale, les conflits ou la crise sanitaire, en fait, les premières victimes de ces choses-là, c'est les femmes et les enfants. C'est vraiment ça. Et alors, un autre élément, depuis le début de la pandémie mondiale, 10,5 millions d'enfants ont perdu un de leurs parents qui les aidaient donc à trouver des solutions, enfin des gens qui les assistaient. Donc 10,5 millions d'enfants dans le monde en général. Et alors ce qui est intéressant, c'est l'analyse du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui trouve une explication à ces choses-là, en fait, qui dit « Notre incapacité à tenir nos promesses est essentiellement due au fait que nous ne parvenons pas à combler les profondes inégalités. » On revient à ce que disait Martine tout à l'heure. Les profondes inégalités qui sont au cœur des crises mondiales, qu'il s'agisse de la pandémie du Covid, des conflits ou de l'urgence climatique. Et puis, voilà, un autre chiffre, et puis je vais m'arrêter là. En 2020, plus de 45 millions dans le monde souffraient de malnutrition. Voilà, sans vouloir plomber l'ambiance, mais c'est notre monde. Voilà. On va continuer à en parler avec Martine. Jingle. Voilà, les mots de femme, pas de mots de la femme, c'est pour la fin. Mais là, on va parler de mes invités, on va parler de ce qu'elles font. Et je voudrais, parce qu'elle nous a mis un petit peu en appétit, Martine, avec la fresque du climat. C'est quoi la fresque du climat? Donc, tu te transportes dans des entreprises, dans des collectivités, et puis qu'est-ce que tu leur dis? Moi, j'ai assisté à ça, j'étais là, c'était quand même, ça remue, hein, ça secoue. Hein. La fresque du climat, c'est un atelier qui permet de comprendre les causes et les conséquences du dérèglement climatique, de saisir l'urgence climatique et derrière de parler d'action et de non-action. Donc c'est à travers un jeu de cartes, en fait, de 42 cartes qui sont toutes basées sur le rapport du GIEC, donc le rapport du GIEC, de groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est le rapport qui fait foi parce qu'en fait, ça fait près de 80 ans que le GIEC existe et c'est un rapport en fait qui réunit l'ensemble de la littérature internationale et qui compulse tout pour dire en fait où on va. Et quels sont les scénarios, en fait, réalisables. Et c'est un rapport très compliqué, comme beaucoup de rapports scientifiques. Et du coup, avec ce jeu, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'autour d'une table comme ça, on met 6-7 personnes, on met plusieurs groupes, et en fait, ils jouent en intelligence collective. Et ils cherchent eux-mêmes les liens, à faire les liens de cause à conséquence. Et cette dynamique d'atelier, en fait, fait que les personnes s'approprient beaucoup plus vite que si je te fais un discours, voilà quoi. Et donc, il y a cet atelier comprend ça. Ensuite, il y a une partie créative parce que sur l'ensemble de ces lots, si tu veux, les 3 premiers lots expliquent la systémique scientifique et les 2 derniers, l'impact sur météorologique extrême, et sur le vivant. Et ensuite, on fait une phase créative et ensuite une phase débat. Et c'est vrai, alors, tu avais déjà entendu parler de la fresque du climat, Consuela? Oui, j'avais déjà entendu parler de la fresque, mais vraiment succinctement. Mais je trouve que déjà, Martine, tu es vraiment un très bon pédagogue, hein, parce que tu expliques bien, et c'est très important, parce que si on veut sensibiliser, que ce soit les jeunes ou les adultes, il faut pouvoir être un très bon pédagogue. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, avec les jeunes, ils ont des dossiers à remplir, on parle souvent d'engagement citoyen. D'accord? Et ce que j'aime, c'est que souvent les jeunes disent « Oui, mais comment on doit mettre dans notre dossier Parcoursup engagement citoyen? Je vais faire partie d'une association et puis basta, et puis je vais le marquer. » Et je leur dis « Mais c'est pas ça qui est important. Vous pouvez ne pas faire partie d'une association, mais il faut apprendre à s'engager. » Et je trouve que c'est quelque chose de très important, que ce soit pour l'environnement, que ce soit par exemple pour le nettoyage des plages. Il y a des jeunes qui n'ont même pas besoin de faire partie d'une association, ils vont le faire. Et ils le font naturellement? Ils le font naturellement, mais c'est pas si naturel que ça. Et parce qu'ils se disent, au départ, c'est parce qu'au niveau de leur dossier Parcoursup, il faut avoir ces engagements. Ils ont besoin. Mais quand ils ont compris, parce que souvent ils te disent, je ne voyais pas pourquoi ce serait bien de faire partie d'une association. Et quand ils se rendent compte que finalement, ils ont de l'impact sur leur environnement, sur l'avenir, sur ce qui va se passer demain, ça a une autre importance. C'est pour ça que je trouve que des personnes comme toi devraient aller justement, et je pense que tu le fais au niveau des lycées, devraient aussi être dans toutes les associations
pour que de plus en plus les personnes se rendent compte comment c'est important tout ce qui se passe au niveau, au niveau du climat. Alors, tu parlais du GIEC. C'est vrai que le GIEC, on entend régulièrement parler du GIEC quand il rend son rapport. Et alors, on a un point qui est un point focal, enfin une espèce d'objectif, c'est la réduction des émissions, la réduction de l'augmentation des températures à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Sauf qu'il y a quelques jours, on lisait des documents ou de la littérature scientifique qui dit qu'on est en train d'aller au-delà de ça. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi les effets de ce réchauffement climatique? Outre le fait qu'on est très chaud, c'est quoi? Est-ce que je peux dire en 5 minutes? Oui, 5 minutes, Okay. 5 minutes. Et puis si on a des questions, on lui pose. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, je vais partir du début parce qu'on ne peut pas partir avant le début. En fait, dans nos activités humaines, on utilise des énergies fossiles. Tu sais ce que c'est, les énergies fossiles? Le pétrole, le gaz et le charbon. Et tu sais pourquoi on les appelle des fossiles? Parce que c'est dans la Terre. C'est dans la Terre. Parce qu'en fait, c'était des êtres vivants. Il y a des millions et des millions d'années, c'était des êtres vivants, faits de carbone. Donc des animaux et des végétaux. Et puis ils sont morts. Et ils ont été enfouis dans des conditions particulières et ont fait ce carbone parfait, qui sont le gaz, le pétrole et le charbon. Et des millions et des millions d'années à faire ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les sort en 2 secondes. On a presque fini d'ailleurs, il n'y en a presque plus. Ah, il en reste. Hein. Il y a des réserves. Il en reste. Le pétrole, en fait, on est sur un pic bas, mais il reste du pétrole, il reste beaucoup de charbon, beaucoup de charbon, et il reste du gaz naturel. Et en fait, du coup, quand on le fait, quand on utilise ça, le pétrole, on le brûle. Quand on le brûle, le carbone qu'il a mis plein d'années, des millions d'années à enfouir sous terre, il sort immédiatement et il vient renforcer les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ça fait comme une sorte de couverture, en fait, au-dessus de notre tête. Et en fait, si vous voulez, cette couverture, elle retient la chaleur. Elle retient l'énergie que nous envoie le soleil. Notre soleil rayonne et nous envoie à travers ces rayons de l'énergie. Notre Terre absorbe cette énergie. Elle va rayonner à son tour. Et par exemple, si toi, tu as un gaz à effet de serre, eh ben moi, je rayonne. Toi, tu vibres. Et au lieu de me laisser partir comme ça dans l'univers, tu vibres. Et en grande partie, tu renvoies cette énergie sur Terre. Et une fois qu'elle est sur Terre, cette énergie, il faut qu'elle agisse. Voilà, réchauffement. En très grande majorité, vous savez où elle va, cette énergie? Non, je ne sais pas. Dans l'eau? Exactement, dans nos océans. D'accord. À 91%, elle va dans nos océans. À 3%, elle vient taper sur la glace et la fait fondre. À 5%, malheureusement, elle vient dans nos sols, ce qui crée une évaporation, et donc c'est très mauvais pour l'agriculture, mais c'est aussi très mauvais pour toutes nos infrastructures. Et à 1% seulement, qui est notre propre ressenti du dérèglement climatique, elle vient augmenter la température de l'air. Et ça, en fait, ça a 2 grandes conséquences. C'est que le fait de fondre les glaces... On parle beaucoup de ça d'ailleurs, de la fonte des glaces qui fait monter l'eau. Exactement, ça fait monter les eaux, mais aussi le réchauffement de l'océan, ça fait monter les eaux. Et le GIEC nous dit que le coup est parti pour des siècles, voire des milliers d'années. Donc là, ce sur quoi on peut agir, c'est la vitesse à laquelle ça va se passer. Mais c'est en train de monter, ça va le faire régulièrement. Et puis, ça a un autre effet dévastateur, c'est qu'on est venu par là perturber le cycle de l'eau. Voilà. C'est-à-dire que notre océan se réchauffe, l'air se réchauffe, donc en fait il y a plus d'évaporation à la surface des océans, notre air se charge plus en eau, et du coup quand il pleut, ça tombe beaucoup plus fort. Beaucoup plus dru, mais tu vois, c'est mécanique. L'eau, elle s'évapore plus. C'est pour ça qu'il y a des cyclones. Et donc, alors, il y a des cyclones parce qu'en fait, ce schéma est perturbé et qu'en plus, l'eau de mer est très chaude. Donc, il y a toujours eu des cyclones. Les cyclones sont mais ils se renforcent beaucoup plus vite. Il y a Maria, il y a Maria Fiona. L'eau de mer est de plus en plus chaude. Voilà. Et est-ce qu'on entend dire que les courants peuvent changer de sens? Alors, tu vois, ça, dans le nord, je pas, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que la fonte des glaciers emmène de l'eau douce dans les océans, d'accord? Et l'eau douce et l'eau salée n'ont pas la même densité. D'accord? Donc en fait, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà vu le globe avec un courant, une sorte de courant bleu et une sorte de courant rouge. Et un phénomène qu'on appelle l'upwelling. Donc à un moment donné, des courants qui plongent, qui vont dans le fond des océans, et puis donc et là, ce sont les courants froids qui plongent, qui reviennent dans les océans, et puis à un moment donné, ils ressortent et ils vont rencontrer les courants chauds. Et quand ils ressortent, en fait, ils font une émergence de plancton. Et quand ils plongent, ils ramènent du carbone de la surface au fond des océans. Et tout ça fait vivre la formidable biodiversité
de nos océans, mais aussi fait vivre notre climat local. Mais notre climat local et notre climat global. Et comme il y a de plus en plus d'eau douce, enfin dans certains endroits, du coup, là où ça plonge moins bien. Et du coup, et comme ça se réchauffe, ça fait que l'eau chaude est plus légère, donc ça plonge moins bien. Et comme ça plonge moins bien, ça ralentit. Donc pour l'instant, ce qu'on observe, donc c'est pas encore un changement de sens, c'est des ralentissements. Et effectivement, le fait que ça ralentisse, eh ben, ça change beaucoup de choses. Ça change la biodiversité, ça change les poissons. Tu sais, des poissons qui émettent une certaine... ça emmène aussi d'autres végétations dans l'eau, ça emmène plein de choses et du coup, ça agit sur le climat local. Et même au niveau de l'eau potable, je crois qu'il y a moins d'eau potable et ça devient plus compliqué. Exactement. Le fait qu'il y ait la perturbation du cycle de l'eau, donc comme je t'ai dit, ça fait des pluies plus denses, donc qui ruissellent beaucoup plus vite à la mer, qui ont moins le temps de recharger les nappes phréatiques, de recharger les rivières, tout ça va beaucoup plus vite à la mer et il y a beaucoup plus d'eau en fait dans notre atmosphère. Et du coup, il se trouve que nos réserves d'eau, et si tu veux, si la Terre c'est ça, nos océans, ça va être ça. 70%. L'eau douce, c'est ça. Et l'eau potable, ce sera le bout de notre ongle. Quand même. Tu vois. D'accord. Donc, c'est sûr qu'on est en train de jouer là, c'est le bout de notre ongle. Ouais. Exactement. Et on va revenir tout à l'heure à la désertification et les enjeux économiques. On va rejoindre d'ailleurs. C'est vrai que pour moi, c'est pas très éloigné. Parce qu'il y a des enjeux économiques dans nos vies, effectivement. Consuela, donc tu nous as parlé de cette franchise, donc ton avenir. Qui c'est qui vient te voir? Ce sont les jeunes, les parents qui viennent avec... Ils s'y retrouvent pas dans Parcoursup, ils ont des problèmes parce qu'ils rentrent au lycée, qu'il faut faire des choix d'orientation, il faut faire des choix de spécialité en seconde. Après, il faut lâcher des spécialités pour aller en première. Il y a le changement un petit peu de configuration du bac. Tout à fait. C'est compliqué aujourd'hui de passer son bac et de choisir son avenir avec ce climat-là qui bouge en plus. C'est sûr, ça devient difficile. En fait, il y a d'abord les parents des enfants qui sont en troisième, qui viennent nous voir parce que justement, après la seconde, il faudra choisir les spécialités, puisque si on n'a pas bien choisi nos spécialités quand on sera en terminale, eh bien, ce sera compliqué pour pouvoir vraiment choisir la filière qui va correspondre à chacun des jeunes. Il y a des parents aussi qui viennent nous voir, bien sûr, en première et en terminale. En fait, voilà. Mais chaque fois, ce sont des parents qui viennent me voir. Et souvent, quelles sont les problématiques? C'est mon enfant ne sait pas ce qu'il veut faire. Est-ce que vous pouvez l'accompagner par rapport à Parcoursup parce qu'ils ne savent pas comment choisir, comment utiliser, parce qu'il y a une vraie stratégie maintenant. 12 000 formations sur Parcoursup. Et je dis souvent, quand on ne sait pas, quand on n'a pas un objectif. Quand je vois, par exemple, Martine, elle est animée, elle est heureuse, elle est engagée. Ben, c'est la même chose. Si un jeune n'a pas d'objectif clair, s'il ne sait pas ce qu'il veut faire, ce sera difficile pour lui d'aller jusqu'au bout. Mais tu as vu qu'elle avait choisi une voie et puis elle a changé de voie. Hein, tu as vu, elle a fait plus elle a changé de voie. Mais c'est pour ça, on peut se reconstruire, on peut changer aussi. Mais déjà, il faut un point de départ. Parce que je suis sûre que tout ce que Martine a appris justement avec son ancien métier au niveau de ses études, ça lui a apporté quand même quelque chose. Donc, je trouve qu'au départ, si un jeune ne sait pas, s'il est perdu, s'il ne sait pas ce qu'il veut faire, ça va être très difficile pour lui de continuer. Il faut savoir qu'il y a plus de 70% de jeunes qui se réorientent en première année. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'ils font des choses sans savoir pourquoi. Donc, en essayant de leur poser des questions, parce que dans ma méthodologie, déjà, premier rendez-vous avec les parents et le jeune. Donc, on fait le point, je leur pose des questions, on regarde leur profil, on regarde surtout leur profil. Est-ce qu'ils vont plutôt faire un BTS ou est-ce qu'ils ont plutôt le profil pour faire des études universitaires? On va regarder aussi le niveau des études, on va regarder aussi leur personnalité, c'est important. Donc là, il y a le premier rendez-vous. En général, ça dure 2 heures. Ensuite, je travaille vraiment avec le jeune, où je cherche vraiment quel type de métier qu'il souhaite faire. Donc, il y a une vraie méthodologie par rapport à ça. Et puis, à la fin c'est le 4e rendez-vous, je leur remets un dossier aux parents pour qu'ils puissent voir les différentes filières, la personnalité du jeune, et voilà. Mais
Entre-temps, c'est-à-dire quand on fait cet accompagnement du début, parce que moi quand j'ai commencé, ok, on se dit c'est juste ce qui est important, c'est l'orientation, c'est de savoir ce qu'il veut faire. Non, c'est pas seulement ça qui est important, c'est aussi la personnalité, que le jeune se sente investi, qu'il voit ses changements, qu'il se sente actif, hein, parce que c'est pas évident pour les jeunes ados en plus d'être présents à ce qu'ils vivent, parce qu'ils vivent l'école comme une espèce de chose qui leur est imposée. Ils ne comprennent pas l'intérêt. Ils ne voient même pas dans certains cas ce qu'ils apprennent en fait. Exactement. Ils ne sont pas enthousiastes. Oui. Donc l'idée avec cet accompagnement, ils retrouvent cet enthousiasme-là. Ils retrouvent cet enthousiasme et puis aussi il faut qu'ils... parce qu'ils sont toujours en train de... Souvent ils critiquent les professeurs. Mais je leur dis, mais... c'est pas ce qui est important. C'est ce que vous allez apprendre, c'est aussi votre posture, vous êtes là pour étudier. Donc, c'est aussi leur montrer qu'ils peuvent apprendre des choses à l'école, donc ils changent de posture au fil du temps. Et c'est ce que je trouve intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on ne va plus à l'école en se disant, bon, il faut aller à l'école, on est là, on regarde le professeur, qu'est-ce qu'il me raconte. Mais on a envie de l'écouter. Voilà, c'est ce que je trouve qui est intéressant, en tout cas dans la posture du jeune. Et j'aime souvent me comparer... c'est vrai, un coach sportif, on part d'abord d'un objectif et on va chercher cette victoire, mais on se donne les moyens. Parce que le problème actuellement, c'est que on a peut-être perdu le goût de l'effort. Beaucoup de jeunes ont perdu peut-être le goût de l'effort. Tout est facile, on regarde la télé. Waouh, super. Je veux devenir criminologue parce que j'ai vu ça à la télé. Ou influenceur. Voilà, ou influenceur. Et non, c'est pas ça la vie. Donc il faut savoir les accompagner pour leur donner les pistes et les outils pour y arriver et faire vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par ces voies environnement, climat, qui veulent faire? Il y en a beaucoup qui sont intéressés par ces choses-là. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus de jeunes sont intéressés par tout ce qui va toucher à l'environnement. Mais en fait, c'est parce qu'ils veulent donner du sens à leur vie. Donc, ils cherchent, c'est plus seulement, OK, je vais gagner de l'argent, mais quelle va être ma contribution. On a une question où on demande ce qu'ils veulent faire et souvent ils disent « je veux changer le monde ». Ils disent ça, « je veux changer le monde ». Donc ils ont vraiment cette envie de participer à la transformation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas gagner de l'argent parce qu'ils veulent toujours gagner de l'argent. Mais ils ont une autre façon de voir les choses. Oui, ils veulent être utiles, ils veulent que ça serve. Alors on voit des mots apparaître derrière. Il y a eu ces trois mots, les 9 équilibres. C'est quoi ça? Ça sonne comme un titre de film. C'est quoi les 9 équilibres? Les 9 équilibres, je suppose que ce sont les 9 limites planétaires. Voilà, les 9 limites planétaires. En fait, les limites planétaires, en fait, c'est un espace sain qu'on ne devrait pas dépasser si on voulait vivre tous sur la planète Terre une vie heureuse. Une vie où on ne connaît pas la soif et la faim. Mais tous, quand je parle de tous, c'est tous être vivants, pas tous seulement être humains. Sur les 9 limites, on en a déjà dépassé 6. Alors, il y a la limite, quoi. Il y a le climat, il y a la biodiversité qu'on a explosé, il y a l'eau, il y a l'ozone, il y a les aérosols. Donc les aérosols, ce sont les particules fines qui sont en suspension dans l'air. Alors celles-là, on ne les a pas dépassées. Mais vous savez quoi en fait? On ne les a pas calculées. Les scientifiques ne se sont pas encore mis d'accord pour les calculer. Il y a le phosphore et l'azote. Alors que ça a l'air de grands mots comme ça, mais en fait, c'est juste le fait, je vais vous le dire tout simplement, le fait de faire pipi et que ce pipi retourne à la Terre. On a cassé ce cycle-là. Maintenant, on met de l'engrais chimique à la Terre. Et le pipi ne va plus dans notre terre. Et donc on a cassé le cycle de l'azote. Et on a cassé aussi le phosphore. Le phosphore, on en a tous besoin. Tout être vivant a besoin de phosphore pour vivre, les plantes, mais nous aussi. Et le phosphore, on le tire dans les carrières. Et en fait, on explose, on l'utilise beaucoup plus vite que la manière dont il s'est formé, la vitesse à laquelle il s'est formé. C'est une ressource pareille qui s'est formée il y a des millions et des millions d'années. Et on l'utilise avec une extrême vitesse. Et tout ça pour faire de l'agriculture surintensive. Il y a les océans. Les océans, c'est quand même un poumon planétaire, quoi. Et les océans s'acidifient. Donc, le fait qu'on émette autant de CO2, en fait, il faut comprendre qu'une partie est quand même absorbée par des puits de carbone, donc par la photosynthèse, nos arbres, qui absorbent et notre océan. Mais notre océan en absorbe trop.
et donc ça le déséquilibre. Et vous savez, quand l'océan déséquilibre, c'est notre tout qui est déséquilibré. Tout à l'heure, tu as parlé des courants. Oui. C'est une partie des déséquilibres des océans. Il y a l'oxygène, il y a tout un tas de pans de vie, en fait, et toute le fonctionnement même de la machine climatique qui ne fonctionnera plus du tout pareil quand nos océans vont décider de virer un peu. Mais alors, on est déjà mort, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a l'impression que tu disais que la balle est déjà tirée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre le transport en commun quand ils existent, qu'ils soient non polluants, éventuellement. Je prends mon vélo, je ne prends plus l'avion. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça va te surprendre ce que je vais te dire, mais il y a deux choses qu'il faut faire, à mon avis, très très vite. C'est prendre conscience. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas... Vraiment. Parce qu'on n'a que 3 ans. Je crois qu'il y a une notion de 3 ans où il faut vraiment changer. C'est prendre conscience de l'urgence, effectivement. Tu as raison. Le rapport du GIEC, le dernier dans l'adaptation, dit qu'on a 3 ans si on veut maintenir. Voilà, c'est ça. Ne pas dépasser 1,5 degré de température. On connaît à peine ce qu'est un monde à 1,2 degré actuellement. D'accord. Et nos politiques nous emmènent vers 3 degrés environ. Donc, prendre conscience et puis s'adapter. Parce que comme je t'ai dit, tu as vu, je t'ai dit qu'il y a des choses qui sont déjà en cours, où le coup est parti. Et donc, on est déjà en train de subir des catastrophes, plus ou moins répétées, plus ou moins fortes selon les endroits dans le monde où on se situe. Si le point dont tu as parlé sur les Nations Unies, il a précisé Covid, il a précisé conflit. Et il a précisé crise climatique. Tout à fait. Parce que c'est un élément de plus en plus fort et c'est clair que les femmes et les enfants sont en première vulnérabilité de par le monde. Et souvent, de par le monde, la femme, c'est quand même elle qui va s'occuper de faire tourner le repas, de faire tourner tout ce qui est autour et de maintenir en fait le socle de la famille. Donc, de la famille, voilà. Et de la société, et ça devient, en fait, s'adapter, ça veut dire déjà prendre conscience, ça veut dire prendre conscience que les choses sont en train de s'aggraver et que ça va devenir de plus en plus dur pour tout le monde, en fait. Oui, et c'est pas vain de le dire, parce que tu as des gouvernants, des climato-sceptiques, qui remettent en cause ça, qui remettent en question ces choses-là, qui disent « Oh, bon, le GIEC, il a beau parler ». C'est bientôt la COP27, d'ailleurs, en Égypte. Oui, c'est bientôt. Il y avait donc, les pays se sont engagés après les accords de Paris, c'était en 2015, et puis il y a des gens qui sont revenus en arrière, il y a des gens qui disent « Mais non, parce que finalement, il faut faire des choix qui sont des choix de développement, des choix drastiques de changement de production ». Et alors, des fois, tu prends des exemples, parce qu'on a du mal à saisir ce que ça induit dans nos vies, en fait, ces changements-là, qui sont déjà à l'œuvre. Qu'est-ce que tu prenais l'exemple d'une société américaine, la fois où on s'est rencontrés? Ah oui, c'est vrai. La société... Alors, ce que je dis, en fait, c'est que tout être, nous, et tout ce qu'on a créé, ainsi que nos sociétés, nos entreprises, tout être a un seuil de résistance climatique. C'est-à-dire un seuil au-delà duquel on n'y arrivera pas. Et donc, souvent en entreprise, c'est un exemple, je prends en entreprise, je prends l'exemple de PG&E, une entreprise d'électricité californienne qui se portait super bien, 15% de placement de bourse. Et en fait, dans son fonctionnement quotidien, elle connaissait des petits départs de feu sur ses lignes, mais largement maîtrisables. Et puis un jour sont venus les méga-feux, en 2018, les méga-feux californiens. Et du coup, une petite étincelle dans une canicule qui entraîne des méga-feux, tout de suite, ça fait des milliards et des milliards de dollars de dommages et intérêts. L'entreprise, elle est tombée, 5000 personnes sur le carreau. Bon, on peut se dire, allez, c'est une grosse entreprise, départ de feu, ça ne va pas nous arriver. Il faut prendre plus simple. En fait, par exemple, je fais une tâche dehors. OK. Cette tâche, elle me prend 1 heure. En période de forte chaleur, elle ne me prendra pas 1 heure. Soit je serai incapable de la faire, soit je devrais décaler mes horaires, soit au lieu de prendre 1 heure, je vais devoir prendre 1h30, voire 2 heures. Et ça, en fait, si je la fais payer 1 heure et que je perds 2 heures, mais je perds de l'argent. Parce que concrètement, je ne me serais pas vendue 2 fois plus cher. Parce qu'actuellement, personne ne va me payer 2 fois plus cher. Personne ne va accepter de me payer 2 fois plus cher. Alors ça, c'est de l'adaptation, en fait. Parce que mon corps ne peut plus répondre aussi bien, quoi. Et pour des raisons parfois extrêmes. Par exemple, en Inde, on a connu une aggravation. Mais l'année dernière, il y a 2 ans, c'est 50 degrés dans le nord de l'Inde. Exactement. Oui. Au Pakistan aussi, me semble. C'est énorme.
Et on a connu donc une aggravation d'un phénomène qu'on appelle la chaleur humide. C'est-à-dire, c'est un couple température-humidité qui, à un moment donné, fait que, eh bien, on n'arrive plus à transpirer. Parce qu'en fait, on refroidit, notre corps se refroidit quand on transpire. Et du coup, quand on transpire, c'est un échange gazeux entre notre corps et l'air. Mais si l'air est trop chargé en humidité, cet échange gazeux-là ne veut plus se faire. Eh ben, je ne savais pas. Et en fait, mais avant de mourir, tu vois, on entre d'abord dans une situation d'un peu d'inconfort, puis de beaucoup d'inconfort, et jusqu'à ne rester couché. Dans cette situation d'un peu d'inconfort ou de beaucoup d'inconfort, il faut comprendre que encore une fois, je reviens à la personne qui va aller travailler dehors, qui a sa tâche d'une heure à faire, et on est dans la période d'inconfort. Son corps ne va pas répondre pareil. Ça veut dire que même si elle a envie de faire vite, elle ne va pas y arriver en fait. Son corps va aller plus lentement. Elle va utiliser plus d'énergie, elle va prendre des risques plus importants. Et en fait, sur sa santé, elle va mettre beaucoup plus de temps. Et pareil, c'est pas quelque chose que les gens pensent pour l'instant à tarifer, ni pensent à l'impact sur leur santé. Ça fait des maux de tête, ça fait une différence très claire sur notre santé. Mais d'ailleurs, on l'a vu, et d'ailleurs c'est dans la législation quand même du travail, en France, tu n'as pas le droit de faire travailler sous une canicule trop intense un salarié. Donc quand ça vient à répétition, tu vois bien que ton entreprise, elle a un problème. Dernièrement, il y avait eu un séminaire international qui était organisé par la CTM et la FPCNT sur la résilience, en fait. La résilience donc des Outre-mer face aux risques majeurs dans un contexte de changement climatique. Mais les risques majeurs, donc, aggravés par le changement climatique, on y a fait allusion tout à l'heure, c'est Fiona, Irma, Maria, donc des cyclones qui ont toujours existé, comme l'a dit Martine, mais à des, si tu veux, à des degrés qui sont beaucoup plus importants, avec des dégâts incroyables, avec finalement des répercussions économiques extrêmement importantes. C'est l'érosion, c'est le recul du trait de côte. De temps en temps, ça nous fait rigoler, mais il y a quelques années, il y a 20 ans, ou il y a 70 ans d'ailleurs, comment dire, la mer était beaucoup plus... La plage était beaucoup plus grande dans certaines communes, par exemple, et on l'a vu. Donc, ça impacte nos vies, ça impacte nos économies, ça impacte nos patrimoines, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un peu loin de ça, mais non, on n'est pas loin de ça. Est-ce que tu prends en compte, est-ce que ce sont des questions qui t'intéressent un petit peu? Mais bien sûr. Oui. Alors pourquoi ça m'intéresse? Parce que mon père Édouard Benito Espinal, qui est un Guadeloupéen, s'est toujours battu et nous a transmis sa passion, puisqu'il a fait un doctorat en éco-physiologie expérimentale, où il devait regarder tout ce qui se passait au niveau de la mangrove, au niveau des oiseaux. Donc, et c'est bizarre parce que quand j'étais jeune, je me rappelle, on devait sortir chaque fois avec mon père pour aller sur le terrain, puisqu'il devait baguer les oiseaux, etc. Et je me disais, c'est pas possible, il y a des moustiques, quand est-ce qu'on retourne à l'hôtel? Je voulais rentrer à l'hôtel et tout. Et je ne vais jamais oublier ça. Quand j'ai grandi, j'allais voir mon père quand j'avais des soucis ou des choses qui me posaient problème. Je disais, j'allais avec mon père pour qu'on puisse marcher. Et les arbres, la forêt, le chant des oiseaux nous faisaient beaucoup de bien. Donc j'ai été éduquée justement où il fallait respecter l'environnement, où il fallait faire attention, même pour le tri. Mon père qui était dans des associations, en fait, il avait créé une association et il se battait déjà ça. Mais à l'époque, c'était il y a 40 ans. On n'en parlait même pas. C'était pas quelque chose de commun. Maintenant, on en parle beaucoup. Et maintenant, ça brûle. Ça brûle. Au sens propre, comme figuré. Et ce que je trouvais intéressant dans la démarche de mon père, c'est qu'il arrivait à vulgariser cette notion qui est peut-être une notion difficile. Oui, scientifique, quoi. Voilà, c'était scientifique. Et quand on parlait quand vous expliquez à un jeune c'est quoi le développement durable, il ne peut peut-être pas comprendre. Et mon père m'avait toujours dit, mais c'est facile, Consuela, c'est construire sans détruire. Donc, simple. Et je trouve que ça, c'est important. C'est-à-dire que quand on veut faire passer le message, que ce soit un jeune ou à une personne, il faut être capable, justement, d'avoir les bonnes images. Et bien, justement, exactement, pour pouvoir expliquer tout ça, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que parce qu'il y a quand même deux niveaux, Martine. Hein, alors, il y a la logique du colibri, donc chacun ajouter à chacun, on peut faire changer les choses. La prise de conscience, déjà, c'est bien, mais il y a quand même un niveau qui est le niveau
internationale gouvernementale. C'est-à-dire, on peut faire tous les efforts qu'on veut, faire le tri, etc., pas jeter les trucs, ne pas faire marcher à pied pour se rendre à l'autre bout de la Martinique. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique? Est-ce qu'on est sur la bonne voie avec nos gouvernants là, Alors, je vais répondre à plusieurs choses, mais d'abord juste une chose, le tri, en fait, c'était important. Je crois que là, il faut qu'on se rende compte maintenant que ce qui est important, c'est de ne pas tenir de déchets dans sa main. Okay. Ne pas tenir de déchets dans sa main, c'est ne pas l'acheter. Parce que le déchet, il est d'abord passé par le port. Tous les déchets qu'on tient dans notre main, ils sont passés par le port. Donc réfléchissons-nous d'abord à qu'est-ce qu'il y a sur ce port? Qu'est-ce qui passe par le port? Et pourquoi autant de choses passent par le port? Autant de biens de consommation. 80% de ce que nous consommons, 90% de ce que nous consommons en Martinique passe par le port. Les gens du port seront contents, mais bon, c'est pas grave. Bonjour, on vous aime beaucoup. Non, mais c'est une réalité. On met souvent les déchets sur la table. Oui. Non, mais c'est clair. Okay. Mais d'abord, il faut mettre ce qui rentre. S'il n'y avait pas ce qui rentrait, ça qui rentrait, ben, on aurait déjà il y a une grosse problématique. Je t'interromps 2 secondes. Il y a une grosse problématique d'ailleurs sur les déchets parce qu'on est aussi une île. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois, quand on regarde, on parle maintenant de carbone, mais on parle aussi de biocapacité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut? C'est un grand mot pour dire en fait ce que la Terre est capable de détruire elle-même sans se détruire. D'accord? Donc c'est tout petit par rapport à tout ce qu'on lui envoie. Donc en fait, si on regarde à la biocapacité de notre Martinique par rapport à tout ce qu'on lui a fait rentrer, je pense qu'on aurait un petit souci. Mais quand tu parles de l'international, alors il y a plusieurs choses. Je vais laisser un peu l'État là où il est pour l'instant, mais il y a il y a les citoyens qui font des pas, il y a les entreprises et il y a l'État. Moi, ce que je vois quand même, c'est que beaucoup d'entreprises bougent. Ah oui, c'est ce que et de grosses entreprises bougent. Alors, même si pour l'instant... Elles font du greenwashing de temps en temps. Elles font beaucoup de greenwashing. Mais à l'intérieur même de leur entreprise, il y a des personnes qui, elles, ne font pas du greenwashing et qui ont vraiment envie de faire bouger les sociétés. Et bon, tout à l'heure, je faisais une formation, par exemple, à un gars d'une célèbre marque de pneus qui m'a dit, nous, on arrête le fonctionnement de notre usine 3 heures pour faire un atelier de la fresque du climat. Généralement, les gens te disent non, on n'a pas le temps, à 3 heures, c'est long. Eux, ils arrêtent l'usine pour faire ça. C'est quand même une sacrée décision quand on est boss, voilà. Et tout le comité exécutif l'a fait. Donc, à un moment donné, la prise de conscience dans les entreprises, elle est importante et on sent qu'elle enclenche quelque chose qui emmène vers 2 choses. Soit l'entreprise fait vraiment quelque chose, et à ce moment-là, elle garde ses salariés, soit elle ne fait rien, et les gens, ils partent en dissonance cognitive et ils partent. Et puis aussi les clients, parce qu'aujourd'hui, pour le consommateur qu'on est, outre le fait que tu nous dises, bon, faites attention à ce que vous avez dans la main pour pas de produire de déchets, mais ça devient aussi un élément de différenciation entre les entreprises. Moi, je préfère aller vers une entreprise green, qui soit sincèrement green, qu'une entreprise qui est productrice de pollution. Hein. Et c'est ça aussi, non? Oui. Mais aussi c'est parce que ça fait vendre. Alors c'est vrai, mais d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, le Shift Project a fait une base de données pour les jeunes, pour en fait que les jeunes arrivent à se dire, bon ben moi je voudrais vraiment entrer dans une entreprise qui fait quelque chose, mais que ce ne soit pas du greenwashing. Et donc, ils ont fait cette badge qui s'appelle Shift Your Job, je pense que tu la connais, et où, en fait, ils peuvent arriver justement à prendre des repères et se dire, bon, ben... Je vais là plutôt... Voilà, ça leur donne des éléments de choix. Bien sûr, chacun, au final, choisit ce qu'il veut. Mais vous savez, c'est quand même impactant parce que j'ai rencontré, moi, des jeunes comme ça, en atelier, quand je fais des ateliers en visio d'un peu partout, qui me disent, bah tiens, moi, j'ai eu cette proposition de job-là, mais ça ne m'a pas intéressée parce que l'entreprise, elle est trop impactante. Mais ouais. Voilà, mais c'est parce que de plus en plus, c'est ça les valeurs, le sens. Chaque fois maintenant, un jeune va dire oui, je veux que ça chez moi, que ça me procure du sens. Ils ont besoin de ça. Donc c'est pour ça que maintenant, on ne peut plus leur proposer n'importe quoi. Donc ils voient aussi ce qui se passe autour d'eux, ils sont conscients de tout ce qui se passe, donc c'est sûr que maintenant il y aura un changement, il y a une autre façon de voir les choses. Mais même s'il y a cette notion de sens,
il y a quand même, moi je vois au niveau des jeunes, en tout cas au niveau de la Martinique, des jeunes qui ont envie de réussir leur vie. Et réussir leur vie ne passe pas seulement par l'entreprise, ça passe aussi par l'engagement citoyen. L'engagement citoyen, ça passe aussi par le fait de gagner aussi de l'argent. Hein. On reste quand même dans une société matérialiste. Voilà, où les jeunes ont besoin de gagner de l'argent. Alors ce que je trouve intéressant, ce qui peut changer, c'est vrai que s'il y a plus d'émissions comme la tienne, où on entend parler plus de l'environnement, mais souvent ce qu'on voit... L'émission comme la sienne, c'est celle-ci d'aujourd'hui. Voilà, comme la tienne, voilà, comme la tienne, Barbara. Non, mais elle se déplace, tu fais beaucoup d'interventions. Tu fais beaucoup d'interventions, mais ce que je voulais dire, c'est que... si on arrive à vulgariser beaucoup de choses, parce que ce qu'on voit à la télé, c'est souvent, je ne sais pas moi, des réussites où ils ont, je ne sais pas moi, ils regardent toutes ces émissions, criminologues, ils ont bien réussi leur vie, etc. Donc il n'y a pas assez ce genre d'émissions. Et aussi, se déplacer aussi beaucoup dans les écoles. Je suppose que tu le fais beaucoup, Martine. Et puis aussi beaucoup les associations, pas seulement les associations, les associations des jeunes, parce qu'on dit souvent que ce sont les jeunes qui vont changer le monde. Mais ça passe aussi, je pense, par les parents. Et il est important que les adultes prennent conscience aussi de certaines choses. Pourquoi ? Parce que ça va aller vite. Et on ne peut plus seulement... on est dedans. Voilà. On a vraiment ôté de la bouche parce que souvent on me dit « Ah, mais c'est super ce que vous faites. J'espère que vous allez dans les écoles. » Alors, je leur réponds maintenant. Valérie Masson-Delmotte, elle a donné une excellente réponse à ça. Attention, vous êtes en train de déplacer une charge mentale que veut tenir les adultes aux jeunes et aux générations. Débrouillez-vous, quoi. C'est pas très honnête. Vraiment, pour ne pas dire autre chose. Donc là, le mouvement de changement, il appartient d'abord aux adultes. Et c'est nous qui sommes en décision, c'est nous qui sommes en train de dépenser de l'argent, c'est nous qui sommes en train de faire en sorte que le monde est en train de rouler dans cette voie. Oui, mais j'ai envie de dire, moi, souvent, ce que je vois, les petits, par exemple, ils sont sensibilisés à ça. Ils sont sensibilisés à ces questions. Alors, ils le font à leur façon, mais c'est probablement des gens de nos générations qu'il faut rééduquer parce que les plus gros consommateurs, à part certains qui ont choisi des voies différentes, etc., ce sont nos générations, des quadras, des quinquas et des plus âgés, d'ailleurs, et des plus âgés. Donc, ce sont effectivement, mais c'est très juste de dire ça. La charge mentale, c'est pas aux gamins qu'il faut la faire porter. Juste, comme il nous reste peu de temps, à propos de Parcoursup, là, c'est facile Parcoursup. Quand on arrive là, après la 3e, on te demande de... C'est facile, ça, tu le disais tout à l'heure. Moi, c'était bien. Non, moi je dis que c'est une bonne plateforme. Oui. Mais ce que je dis souvent aux familles, il faut venir me voir dès la 3e pour déjà préparer un dossier au niveau de Parcoursup. Pourquoi ? Parce que le jeune va choisir en seconde ses spécialités. Il faut commencer justement à lui donner envie de faire partie d'associations, qui puissent s'engager, qui puissent faire des choses. Et c'est pas en terminale brusquement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller peut-être trier, je vais faire... Non, voilà. Donc je dis que vraiment... Pour avoir un bon dossier Parcoursup, c'est dès le départ. Si le jeune est au courant, il sait déjà plus ou moins, parce que c'est vrai que c'est difficile en 3e se dire, je sais déjà ce que je vais faire. C'est trop jeune. Mais déjà, s'il s'écoute, parce que moi je dis souvent, quand on regarde son jeune quand il est petit ou quand il est bébé, il a des postures, des attitudes et ça peut peut-être nous aider. Donc déjà, le jeune qui se pose des questions, parce qu'il ne se pose pas des questions. Quand vous allez dans une société américaine, très tôt, on demande aux enfants, on leur fait faire plein de choses, du théâtre, des activités, du sport. Et le jeune se pose des questions sur sa personnalité. Qui je suis ? Mais si on ne se pose pas cette question-là, et puis quand terminale on arrive, on dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais même pas, je ne me connais pas. Donc pour moi, c'est important. Et le Parcoursup peut être à ce moment-là très difficile, parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, il y a 12 000 formations. Quoi choisir ? Je suis perdue. Voilà, juste au passage, j'ai noté, moi, récemment, que quand on était en seconde, à part dans certains lycées, où on a des options, mais dans le socle général, il n'y a plus activité artistique. Il n'y a plus en seconde, il n'y a plus activité artistique en seconde. Je ne sais pas si c'est dans tous les lycées. Non, c'est pas dans tous les lycées. Mais c'est en option.
Non. Tu peux avoir une spécialité art, mais c'est toujours la même chose. Si tu prends la spécialité art parce que tu aimes vraiment tout ce qui touche au métier artistique, ça, il n'y a pas de problème. Mais si l'art, c'est quelque chose que tu aimes faire à part, ça peut être compliqué. Non, mais je veux dire, dans le socle, dans le socle commun, tu veux me dire. Mais ils peuvent choisir des spécialités. Ce n'est pas une option. Non, voilà, mais c'est une option. Ah, d'accord. C'est pas une option. Ils peuvent choisir. Ils ont ces spécialités qui vont passer en terminale. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Donc, c'est pour ça qu'il est important de les accompagner et surtout de rassurer les parents et la famille et de leur montrer le chemin. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé, Martine? Oh là là, j'adore les faits. J'aime tellement les faits. Tu sais, c'est vraiment de but en blanc comme ça. Là, elle ne va pas venir la question. Oui, voilà. Quel est l'homme? Oui, marqué. Influencé / marqué. L'homme qui, voilà, que tu as envie de distinguer. Allez, je vais dire Malcolm Ferdinand. Oui, c'est le décolonisation. Exactement. Écologie décoloniale et l'écologie vue depuis les Outre-mer. Le travail scientifique qu'il fait nous ouvre beaucoup de voies et nous permet une meilleure compréhension de l'histoire. Remet le fait que tout ça quand même et l'importance en fait de la colonisation par rapport au modèle actuel, par rapport au modèle extractivisme et à toute la prédation qui est en train de se faire dans le monde, le fait d'avoir à chaque fois une solution unique qui part de certains pays et qui veut être arrosée, diffusée partout dans le monde, alors que la Terre, ça n'est pas une solution unique. La Terre, vous faites pousser 2 graines, elles ne vont pas pousser pareil. La Terre ne connaît pas l'unique, en fait. Rien sur Terre ne connaît l'unique. Pourquoi avoir des solutions uniques? Il y en a plein, des choses. Tout à l'heure, tu me demandais quoi faire. Il y a plein de choses à faire. Mais l'essentiel, je pense, c'est de se souvenir qu'on est vivant, de se souvenir qu'autour de nous, c'est vivant, et puis de se souvenir de notre histoire, de notre impact. Voilà. Et vraiment, ce monsieur, je trouve qu'on ne le met pas assez à l'honneur. Il est jeune. Il y a 3 ans, il y a eu un très bel article. Non, il a des prix. Il a eu le prix de l'écologie. Il a eu un très bel article dans Le Monde, à un moment, on parlait de l'écologie décoloniale. Mais il faut savoir qu'il fait vraiment passerelle entre là-bas, dans des associations... plein d'associations investies là-bas et notre histoire, et c'est vraiment magnifique. Non, mais il est passionnant, et son travail est très, très, très important. Quel est l'homme, tu en as un peu parlé, l'homme qui t'a le plus influencé, le plus marqué, ton papa? Mon papa, c'est mon père. Mon père, alors moi, ce que j'ai aimé beaucoup avec mon père, c'est déjà le fait de dire que nous, les femmes, déjà quand on était petite, vous pouvez tout faire, tout est possible. Donc déjà, c'était important. Ne pas se dire, parce que tu es une femme, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Et puis aussi, le goût du travail, de l'effort. On n'a rien sans rien. Donc, je crois qu'il nous a appris ça. Et puis, bien sûr, toutes les valeurs par rapport à l'environnement. Ton micro, voilà. Ah, d'accord. Par rapport à l'environnement et tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment mon père. Ah oui, c'est le début, c'est le commencement. Jingle, le mot de la femme, quelques instants pour finir. C'était passionnant, hein. C'est passé vite, hein. C'est passé vite. Avec Martine et Consuela, on a parlé de climat, d'orientation, d'avenir, de futur. Le mot de la femme, ce serait quoi? Tout dernier mot de cette émission, Martine. S'aimer, aimer autour de soi, partager, pratiquer le yonalot que l'on a en nous, parce que c'est, je pense, ce dont on a besoin et qui nous permettra la meilleure résilience dans le futur. Le mot de la femme, Consuela, ce serait quoi? Alors moi, je dirais avoir une bonne orientation scolaire, c'est pouvoir bien choisir ce qu'on veut faire dans la vie. Et je vais finir par cette phrase que j'aime beaucoup. Ce ne sont pas les circonstances qui sont importantes, c'est notre attitude face aux circonstances. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que nous pouvons tous changer quelque chose. Et tous ces jeunes-là qui sont là, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont tous brillants. Et qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent changer, qui peuvent être bien dans leur vie et aussi de bien développer leur personnalité pour qu'ils puissent se sentir bien. Dans un monde en équilibre. Voilà. Merci Martine, merci Consuela d'être venue sur ce plateau, le plateau de Femmes. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain épisode de Femmes avec 2 femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes que Martine et Consuela. C'est le mardi en première diffusion sur Zitata à 20h05. Bye bye, merci. Femme. Femme.